República Democrática del Congo. Madame la Présidente, au moment où la présidence argentine du Conseil de sécurité s'achève, permettez-moi de vous féliciter pour votre conduite de débat au sein de cet organe principal des Nations Unies, chargé du maintien de la paix et la sécurité internationale, et de vous dire de nouveau toute la joie que nous avons éprouvée de vous voir présider les conseils en ce mois d'octobre 2014. Je voudrais ensuite exprimer une nouvelle fois au Conseil toute la gratitude du peuple et du gouvernement de la République démocratique du Congo pour les efforts déployés par les Nations Unies afin de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays et pour lui garantir la paix et la stabilité. Je voudrais enfin rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour les soucis constants dont il n'a eu de cesse de faire montre, ainsi que son implication personnelle d'œuvrer à la consolidation de la paix dans mon pays. Madame la Présidente, nous venons de suivre avec intérêt la présentation de deux rapports du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies, sur la stabilisation au Congo, en République démocratique du Congo, MONUSCO, et sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, que viennent de faire respectivement M. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général en République démocratique du Congo, et M. Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, et je les en remercie. Ces déclarations appellent de notre part le commentaire ci-après. Madame la Présidente, d'une manière générale, il est important de noter que les efforts remarquables qui sont mentionnés dans les rapports de suivi du mois de septembre 2014 ont été poursuivis dans les différents secteurs relatifs à la mise en œuvre des engagements nationaux souscrits par la RDC au titre de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la déclaration de Nairobi ayant consacré la fin du processus de négociation de Kampala entre le gouvernement de la RDC et le M23. Ma délégation juge important de revenir sur la situation de l'ex-M23 et de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi. À ce sujet, il y a lieu de signaler ici que mon gouvernement a entrepris plusieurs actions, dont l'élaboration d'une feuille de route, chronogramme de suivi de la mise en œuvre, la promulgation de la loi d'amnistie le 11 février 2014 par le chef de l'État, la signature et la publication de l'arrêté portant mesures d'application et la formule individuelle d'engagement dans les 4 langues nationales, la mise en place d'une équipe technique de vérification et d'identification qui s'était rendue en Ouganda et à Kigali pour identifier les ex-combattants du M23, expliquer le processus de DR, expliquer l'amnistie, faire signer l'acte d'engagement individuel aux ex-combattants, la mise en place d'une mission de vérification des conditions de viabilité des sites qui s'étaient rendus du 24 au 29 juillet 2014 à Walikale et Kisangani, retenus respectivement comme centre de transit et de réinsertion des combattants ex-M23 avant de retenir les centres de Kisangani. La publication des arrêtés portant amnistie de 410 bénéficiaires ex-M23 et la libération progressive des prisonniers, action qui se poursuit désormais à un rythme accéléré. L'élaboration d'une feuille de route traçant le processus de rapatriement des éléments ex-M23 se trouvant en Ouganda et au Rwanda par le mécanisme national de suivi, assisté par le secrétariat exécutif de la CIRGL, conformément à la déclaration de Nairobi, à la recommandation de la réunion ministérielle conjointe CIRGL-SADC du 2 juillet 2014 et à la décision pertinente du mini-sommet de la CIRGL du 14 août 2014 à Luanda. Il est à noter qu'une réunion d'harmonisation avec le secrétariat de la CIRGL sur le contenu du projet de la dite feuille de route s'est tenue dans les locaux du mécanisme national de suivi le 1er septembre 2014. À cette occasion,
les coordonnateurs désignés par l'ex-M23, M. René Abandi, avait été convié en tant que point focal conformément à la déclaration de Nairobi à participer à cette réunion, mais il s'était décommandé pour raisons personnelles. Il est important aussi de préciser que la dite feuille de route intègre la décision du gouvernement de la RDC prise le 17 septembre 2014 de procéder à un rapatriement immédiat des éléments ex-M23 éligibles et qui le souhaitent. Cette décision gouvernementale a été notifiée au coordonnateur de l'ex-M23 en date du 18 septembre 2014 par le secrétaire exécutif de la CIRGL, lequel a ensuite organisé une réunion de confirmation le 1er octobre dernier à Kampala. M. René Abandi et les autorités ougandaises avaient pris part à cette rencontre. Contre toute attente, par sa lettre datée du 2 octobre adressée au gouvernement, M. René Abandi oppose un refus à l'offre de rapatriement immédiat de l'ex-M23. Toutefois, il a été convenu de commun accord avec le secrétariat exécutif de la CIRGL que le coordonnateur de l'ex-M23 soit convié à une nouvelle réunion d'harmonisation de points de vue. Cette réunion se tiendra les 7 et 8 novembre 2014 au siège du Mécanisme national de suivi à Kinshasa. Cela se fera cette fois-ci en présence de messieurs les envoyés spéciaux, témoins régionaux et internationaux du processus de mise en œuvre de l'accord cadre par la RDC et les autres pays de la région des Grands Lacs. Madame la Présidente, comme nous avons eu à le souligner à maintes reprises devant ces conseils, la République démocratique du Congo tient à la paix sur son territoire et sur l'ensemble des territoires des États de la région. C'est la raison pour laquelle elle ne s'est jamais dérobée devant ses responsabilités et reste déterminée à combattre toutes les forces négatives encore présentes sur son territoire pour que la paix et la concorde reviennent dans la région. Dans cette perspective, elle poursuivra la lutte contre les ADF et le FDLR. Madame la Présidente, en effet, la résurgence des activités terroristes des ADF, dont la capacité de nuisance avait été sensiblement réduite à la suite de l'opération Sokola, lancée au mois de janvier 2014 par les FARDC avec l'appui de la MONUSCO, est un nouveau défi qu'il faudra absolument relever. Après les avoir délogés de leur foyer et annihilé leur chaîne de commandement, les éléments terroristes ADF se reconstituent aujourd'hui et opèrent en petits groupes et à l'improviste. En l'espace d'un mois, comme M. Kobler, représentant spécial du secrétaire général, venait de le souligner, le territoire de Béni dans la province du Nord Kivu a été endeuillé et comptabilisé au moins 80 victimes. Le FARDC et la MONUSCO ont déjà pris les mesures sécuritaires jugées nécessaires en se déployant dans cette partie du pays. Concernant les FDLR, il vous souviendra qu'au mois d'août 2014, le ministre des Affaires étrangères de mon pays a, dans son intervention au Conseil, fait état du délai accordé à cette force négative pour désarmer et du consensus de l'ensemble des États de la région pour respecter ces délais, avec une évaluation à mi-parcours. Cette évaluation vient d'être faite à Luanda, en Angola, au cours d'une rencontre conjointe CIRGL-SADC, réunissant du 18 au 20 octobre 2014 le ministre des Affaires étrangères et de défense des États faisant partie de ces organisations. Le constat fait que, jusqu'au 20 octobre, les FDLR n'ont pas désarmé, en dépit de quelques mouvements enregistrés au mois de juin où environ 200 éléments ont déposé les armes. Tous les participants à la réunion de Luanda ont été formels pour affirmer qu'il n'y aura plus de prorogation et qu'à partir du 2 janvier 2015, les actions militaires vont être engagées pour désarmer cette force négative. Pour mon gouvernement, tous les éléments FDLR réfractaires au désarmement vont faire face aux opérations de désarmement forcé. Ils doivent tous quitter les territoires congolais pour regagner leur pays, le Rwanda, ou chercher d'autres pays d'accueil. Ils n'ont pas de place
en République démocratique du Congo. Madame la Présidente, dans la perspective de la reconfiguration du mandat de la MONUSCO et du transfert des responsabilités, le gouvernement de la RDC a pris bonne note de la mise au point d'une feuille de route concernant la réaffectation de certaines tâches de la MONUSCO à l'équipe pays des Nations Unies. Il se tient prêt à discuter des modalités concrètes de la mise en œuvre de cette feuille de route et voudrait exprimer sa pleine confiance à l'équipe conjointe d'évaluation qu'il invite à plus de circonspection pour la reconfiguration de la mission onusienne, et c'est là dans la perspective logique d'un retrait progressif et ordonné. Madame la Présidente, votre Conseil est également saisi d'une lettre datée du 22 octobre 2014, dans laquelle mon gouvernement vous a clairement exposé sa position dans l'affaire Scott Campbell. Je tiens à confirmer les propos de cette lettre et vous remercie d'avoir bien voulu la faire circuler comme document du Conseil de sécurité. Il est important de rappeler ici que tout est parti de l'opération Coup de poing que la police nationale congolaise a lancée à la demande de la population excédée et révoltée par la persistance d'une criminalité urbaine violente à Kinshasa, une métropole près de 12 millions d'habitants. C'est ce qu'on appelle phénomène Kuluna, du nom de ces bandes de hors-la-loi, de jeunes incontrôlables qui, à l'époque de cette opération, volaient, ractaient, blessaient ou pouvaient aller jusqu'à couper les bras de paisibles passants ou à tuer simplement pour un téléphone portable, une chaînette, une montre ou par simple plaisir de faire du mal. Ainsi, des quartiers entiers ont été terrorisés et des commerces vandalisés. Ces jeunes, pour ceux qui ne le savent pas, ne craignaient ni les agents de l'ordre, ni les militaires, qui de reste comptaient également parmi les victimes de leurs actes de violence. La première phase de l'opération a connu un franc succès auprès de la population qui, rassurée désormais de sa sécurité, ne demande plus à la police que de poursuivre la traque des malfrats pour mettre un terme définitif à ces phénomènes. Madame la Présidente, c'est dans ces contextes que le 15 octobre dernier, M. Campbell a rendu public un rapport contenant des contre-vérités et des affirmations non vérifiées, imputées injustement, gratuitement et sans la moindre preuve à la police nationale congolaise. Parmi ces contre-vérités, il y a lieu de citer le prétendu 32 cas de disparition forcée évoqués par le rapport, alors que tout Kinshasa sait que la plupart de ces colonnas, prétendument disparus, avaient quitté d'eux-mêmes Kinshasa pour se réfugier à Brazzaville et dans les provinces voisines telles que le Bandundu, le Bas-Congo et l'Équateur, lorsqu'ils s'étaient sentis identifiés et cernés dans leur quartier. Dans l'entendement de M. Campbell, plutôt que de documenter ces rapports et les étayer par des éléments probants, les autorités congolaises devaient plutôt apporter la preuve de leur innocence dans ces crimes réels ou supposés, alors qu'il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. En plus, ça ajoute dans les chefs de M. Scott Campbell le refus systématique de prendre en compte les remarques et clarifications dûment documentées, lui fournies à chacun de ces rapports par les instances gouvernementales compétentes. Le mépris ainsi affiché à l'égard d'un gouvernement auprès duquel il était accrédité n'était plus de nature à permettre un travail profitable à la promotion des valeurs de droits de l'homme auxquelles la République démocratique du Congo reste attachée. De manière générale, le comportement de M. Campbell compromettait non seulement l'image de nos institutions, mais aussi et surtout la sécurité de l'État du fait de la démoralisation subséquente de nos forces de défense et de sécurité. Son insouciance récurrente face à toutes les obligations à ce sujet a ébranlé les relations de confiance et conduit le gouvernement à se résoudre à la solution radicale de la séparation. Madame la Présidente, il convient de relever ici que la République démocratique du Congo n'a pas la culture d'expulsion de diplomates. Le cas de M. Scott Campbell, comme vous l'aurez remarqué, est dû à son comportement récidiviste
qui a dépassé les limites du tolérable. Toutefois, mon gouvernement voudrait rassurer les membres du Conseil que cette décision n'entame ni n'entache en rien les relations entre la MONUSCO et la RDC et n'équivaut pas non plus à une fermeture du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ou à la remise en cause de son mandat. Le bureau reste bel et bien ouvert et opérationnel. Mon gouvernement attend le nouveau remplaçant qui sera nommé par le secrétaire général et se dit prêt à lui prêter toute sa collaboration. Par ailleurs, ma délégation se permet également de préciser que, s'agissant des allégations dont il est fait état dans les rapports décriés, mon gouvernement n'a pas attendu les rapports de M. Campbell pour agir. Il a publié au fur et à mesure que les magistrats chargés de l'encadrement de l'opération étaient saisis une liste d'une trentaine de membres de la police condamnés pour leur comportement dans l'opération. Quant aux menaces dont le personnel des Nations Unies aurait été l'objet, mon gouvernement a ouvert une enquête à ces propos et voudrait rassurer le Conseil que tout a été mis en place pour leur sécurité et leur permettre de travailler en toute quiétude. Madame la Présidente, pour terminer, mon gouvernement espère que les Nations Unies, dans son appréciation de la situation, tiendront compte du travail positif réalisé par la République démocratique du Congo dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. Enfin, je voudrais exprimer le remerciement de mon gouvernement à l'endroit de M. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général en République démocratique du Congo, et tous les personnels de la MONUSCO, ainsi qu'à l'ensemble du personnel civil et humanitaire associé pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de fournir en vue de la recherche d'une paix et d'une sécurité durable dans mon pays. Je manquerais à mes devoirs si je n'exprimais pas notre gratitude à M. Junit, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, pour son engagement et ses efforts en vue du rétablissement d'une paix durable en République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. À vous tous, membres du Conseil de sécurité, je réitère toute la reconnaissance de mon pays pour votre dévouement le plus total à cette noble cause dont la finalité est la restauration de la dignité pour le peuple congolais. Je vous remercie. Doy las gracias al representante de la República Democrática del Congo por su declaración. No